Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, comment allez-vous? Comment ça va avec ce froid? Nous de notre côté, on est heureux, très heureux, E-R-E. Aujourd'hui, on reçoit Maïté Quintana. Maïté est fondatrice de plusieurs concepts, notamment celui de divorcer de soi. Elle travaille sur l'ikigai. Elle a mis en place plusieurs instituts et aujourd'hui, elle va nous parler d'intelligence artificielle. L'invité du jour. Bienvenue Maïté. Bonjour Melika et merci. Et moi aussi, je suis très 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 heureuse de bon matin. Tout va bien. Merci encore Melika pour cette invitation qui est toujours un grand plaisir pour moi de venir partager simplement certains concepts un peu compliqués. J'avoue que c'est pas toujours très simple. Alors, tu veux qu'on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Je crois qu'il faut aussi démocratiser. Nous avons de l'intelligence artificielle autour de nous au quotidien et depuis des années. Alors on fait tout un tollé aujourd'hui parce que bien entendu ça devient un marché très fructueux. On perd des emplois mais on recrée aussi des emplois à côté. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça devient un sujet de conversation et que quelque part on l'a là. Donc si on regarde bien aujourd'hui, on a quand vous êtes sur Google, que vous utilisez un moteur de recherche, je ne sais pas, pour aller voir un voyage, pour aller aux États-Unis, ce moteur de recherche, pendant 5 minutes, va vous proposer des promos en vous disant que finalement, lastminute.com ou toute une autre plateforme, en tous les cas de revente, va venir vous proposer ce service-là. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, parce que très clairement, la définition de l'intelligence artificielle, c'est on va demander à une machine de simuler une action humaine, d'accord, et d'apprendre seul. Donc ça, c'est là où vient s'enclaver le deep learning, et va venir auto-apprendre en se disant, il a cliqué sur, par exemple, le voyage en Floride, mais est-ce que je dois pas peut-être lui proposer New York? Voilà. Et ça, c'est le deep learning qui va venir regarder pour savoir si en face, la personne voulait juste aller dans son voyage en Floride, ou aller à New York, ou aller aux États-Unis, ou faire un road trip, et d'aller lui proposer pour pouvoir mieux, en tous les cas, lui apporter le service que peut-être il cherche, c'est tout simple curiosité aussi, mais en tout état de cause, ça va permettre à la machine d'apprendre toute seule, de s'auto-configurer en disant, finalement, une fois, quelqu'un qui cherchait la Floride, je lui ai proposé le New York et finalement, je lui ai vendu Et là, il va comprendre que derrière, il y a des systèmes de consommation et c'est comme ça que ça devient, dans tous les cas, de l'intelligence, puisque le deep learning ne s'arrêtera, je pense, jamais. La machine ne cessera pas d'apprendre, en fait, sur les consommateurs, sur notre façon de fonctionner, puisque nous-mêmes, nous sommes des intelligences extrêmement complexes, avec des comportements, avec des habitudes, avec des fonctionnements, mais qui sont, je crois que c'est des millions et des millions qu'on peut retrouver sur cette terre. Donc, dans l'absolu, la machine sera toujours en permanence en train d'apprendre comment nous donner satisfaction. D'accord, alors ça je savais, mais pas du tout. Donc il y a de l'intelligence artificielle un peu partout. Alors il paraît aussi dans les mails et autres. C'est un peu, voilà. Ouais. Là on en parle comme si ça venait d'apparaître et que c'était monstrueux, et que c'était pas possible et venu de l'espace. Mais en réalité c'est déjà là. Alors c'est déjà là depuis des années. Il faut savoir que nous aujourd'hui sur le continent un peu européen, on est un peu à la ramasse. Et quand je dis à la ramasse, c'est que voilà. Étonnant. Ça veut dire que le peu de data scientists, développeurs que l'on fabrique, en fait, comme on ne sait pas trop les payer, ils vont ailleurs. En même temps, voilà. C'est signe de bonne santé mentale aussi, Je veux dire, c'est pas, voilà. Pourquoi refuser un poste alors que je suis sous les palmiers, face à la mer, et que quelque part, j'ai des avantages super sociaux qui sont fantastiques? Pourquoi je vais rester là, en pleine nuit du Cantal, à me les geler? Non, voilà. Il faut remettre les choses à sa place. Donc, nous avons quand même 2 mastodontes qui sont quand même les Américains. Donc les GAFA, on va appeler donc les GAFA, les Google, les machins, etc., les grandes puissances, qui investissent eux depuis des années dans ce type de technologie. Et on a toute la partie asiatique qui eux sont aussi très très avant-gardistes pour d'autres raisons. Et eux sont plutôt partis là-dessus pour des
des raisons de productivité, parce qu'on pense que la Chine est un pays d'avant-gardiste, mais en fait pas du tout. Moi, encore une dizaine d'années, j'ai visité des usines, et les usines, c'était des espèces d'entrepôts qui avaient 500, 600, voire 1000 mètres carrés, qui étaient sur la terre battue, et on avait l'impression que c'était avec les robots qui faisaient un peu à la Peugeot, et c'est comme ça qu'on a été bercé dans cette génération qui est la mienne, où on se disait, bientôt il y aura les voitures se construiront toutes seules. Mais en fait, il n'y a que Peugeot qui sait faire ça, et quelques-uns d'autres. Après, le reste, tout est manuel, on est bien d'accord. D'accord. Donc, la Chine a sauté le pas, ça veut dire que de passer de la manualisation à une pseudo-robotisation, ils sont passés à ce qu'on appelle la digitalisation pour pouvoir arriver à l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, moi, quand on me dit, mais non, moi, l'intelligence artificielle, j'en ai peur, parce que c'est ça notre crainte, c'est ce qu'on nous a ancré dans le cerveau, déjà parce qu'on regarde un peu trop la télé, et que quand on est, le soir à 23h et on se dit, il y a un robot qui va tous nous décimer, ça va bien se passer pour notre cerveau, on dort avec ça et on construit des schémas et des images, c'est pas rien, regarder un film à la télé, c'est pas rien. Parce qu'en fait, notre cerveau, on finit par nous faire croire que c'est la vérité, puisqu'encore une fois, il ne sait pas faire la différence entre un mensonge et la réalité. Donc, si on voit quelque chose, on ancre encore plus facilement ce mode de pensée. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quelque chose, je dirais, qui est là, qu'il faut vivre avec. Moi, j'ai 53 ans, j'ai grandi, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de téléphone, on était dehors à s'amuser, et j'avais 7-8 ans quand la télé est rentrée dans mon foyer, d'accord ? Le téléphone est arrivé, j'avais une dizaine d'années, ça veut dire qu'on regardait cet appareil, tu pouvais tourner un cadran, décrocher et t'écouter avec un petit écouteur, et t'avais sur la télé, en noir et blanc, 2 chaînes, au tout début, la 1 et la 2, et c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, si on raisonne bien, on s'est tous acclimatés à Minitel, et c'est ce qui a causé un petit peu la perte de la France, et c'est que Minitel est venu s'installer dans les foyers, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à intégrer, en tous les cas, à équiper nos foyers de l'informatique et des ordinateurs, parce que derrière, le Minitel faisait un petit peu le palliatif aux premiers besoins. D'accord. Et c'est là où on s'est retrouvé à évoluer un peu en souffrance. Donc, on appelle ça en France aujourd'hui le virage de l'informatique. Alors ça, c'est beaucoup marrant, mais c'est pas vrai. Entre le virage informatique, il y a eu ensuite la digitalisation, il y a eu la robotisation, et il y a entre-temps, il y a eu ce qu'on appelle la digitalisation plus, où on est arrivé à faire des sites internet, et nous, individus, lambda, à s'approprier une forme de technologie. Parce que ça, avant, c'était réservé à des techniciens, et si on savait pas faire, on s'arrêtait de vivre, on regardait, on levait les bras en l'air en disant, je sais pas faire, donc voilà. Et là, on a migré. D'accord. Et on s'est retrouvé il y a une dizaine d'années à finalement se configurer des mails, à pouvoir aller sur des sites internet, à pouvoir faire des sites internet pour ceux qui sont les plus dégourdis, à prendre ses commandes sur internet, et on a quand même évolué. Et là maintenant, tout ça, c'est quand même un peu l'IA aussi, parce que quand on sait qu'avant on passait des commandes, c'était manuel. Donc si on raisonne, une fois que je sais faire une commande en papier, je vais savoir la transformer sur des clics. Mais quelque part, c'est un peu de l'IA. Tout ça arrive que aujourd'hui, nous sommes et ça, il faut prendre ça avec les bras, parce que sinon on pourrait rater encore une fois le coche et se dire qu'on a raté pas le virage de l'internet ni de l'informatique, mais carrément le virage de la nouvelle ère, qui est que finalement tous les impôts aujourd'hui, et malheureusement pour nos anciens, c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir payer les impôts en ligne, etc. Mais ça sera notre vie de demain. Qu'est-ce que ça serait là-dessus, le lien avec l'Ikigai, par exemple ? Je sais que tu as créé l'Institut international. Est-ce qu'il y a un lien avec l'Ikigai, donc ? Oui, il y a un grand lien, parce que moi, je suis positionnée sur... Alors, l'Ikigai, donc je vais rappeler brièvement ce que c'est. Donc, c'est une philosophie japonaise qui permet, en tous les cas, d'aligner les gens dans leurs talents, dans leurs skills, et en tous les cas, dans leur chemin de vie, et trouver leur raison d'être. Ça veut dire que tous les matins, on pourrait tous gagner 100 000 euros par mois. Les premiers temps, ça nous amuserait, parce qu'on se dirait, waouh, je gagne au loto tous les jours ou tous les mois. Mais à un moment donné, notre cerveau s'essoufflerait, parce que nous ferions quelque chose qui ne nous nourrirait pas. Et si ça ne nourrit pas, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec une situation d'ennui, de bore-out, de burn-out ou de kit-kitting, que l'on parle aujourd'hui assez couramment dans la presse. Le kit-kitting, c'est le syndrome « je fais ce pourquoi mon patron me paye, et quand c'est l'heure, je me casse, et quand c'est pas fini, tu sais quoi, tant pis pour voilà, c'est comme ça, c'est la vie. » Et c'est pas une critique, attention, et il faut pas se méprendre dans la façon dont je suis en train de le présenter, c'est que
on a cet essoufflement, cette fatigue qui dit finalement, moi j'ai des potes, moi je me suis toujours impliquée pendant 10 ans, 15 ans dans ma boîte, j'ai toujours fait plus que les autres, j'ai toujours été là, il a fallu fermer, ouvrir, être là pour les projets les plus tardifs, et finalement les autres, eux, ils ont quand même leur salaire qui va tomber, et moi, finalement, je me fais engueuler parce que comme proportionnellement je fournis plus de travail que les autres, bien entendu, je vais avoir plus de taux de réprimande. Alors quand je dis réprimande, on a un taux d'erreur qui est plus important. Les autres, ils en font moins, donc tout va bien pour eux. Ils ont un taux d'erreur. Et ce que le manager n'arrive pas à identifier, c'est comment je vais faire monter, comment je vais adapter des missions, des tâches par rapport à ce qu'il, lui, il va toujours adapter, ça c'est l'objet d'un codage, par rapport à une disponibilité. Et c'est là où on génère, donc post-Covid, on a généré ça, on a eu le syndrome de la cabane qui est la sortie du premier et du second confinement, où on avait ce côté, je veux pas rentrer au bureau, je veux pas revenir, etc. Et là on se retrouve, j'y reviens, mais tu sais quoi, j'ai une vie à côté. Et c'est pas négatif. Parce que ce kick-kicking est donné parce qu'on n'a pas de sens à notre vie. D'où l'intérêt de l'ikigai qui va venir dire, on va t'aider à retrouver ton ikigai et le goût d'aller au travail et le goût de te lever le matin et d'aller t'amuser pour créer, pour modéliser, pour façonner ce que tu as envie de faire et avoir à l'échange un salaire qui va te permettre de pouvoir nourrir tes valeurs et nourrir ton chemin de vie. Ça, c'est la première chose. Alors, la liaison avec l'ikigai et l'IA, elle est pour moi, et je fais des conférences là-dessus qui sont en général stupéfiantes parce que les gens me disent, mais c'est quand même un peu violent. C'est que nous avons bien entendu, quand on installe l'IA dans nos entreprises, dans nos activités, une contraction de temps. On monte des équipes pour pouvoir mettre son projet, on crée ce qu'on appelle un POC, c'est un Proof of Project, ça veut dire la faisabilité de ce projet-là. Et une fois que le POC est créé, en fait, normalement, pour pouvoir faire ça, on a besoin déjà de la mémoire et de l'ADN de la boîte. Si demain matin, j'étais prise de folie, je dis, voilà, mes structures, je vais tout faire en IA, alors que les miennes sont déjà gérées à 80% à l'IA. Toutes mes structures sont déjà, moi, bien équipées. Mais j'ai pas fait de suppression de postes. Pourquoi ? Parce que je suis allée chercher, et j'ai besoin, et c'est primordial, impératif, incontournable, et ce serait la folie de l'hérésie de penser le contraire, je dois garder à minima 80% de mes ressources qui travaillent aujourd'hui pour pouvoir créer ce projet d'IA, parce que moi, dirigeant, je vais pas savoir, moi, manager, je vais pas savoir, et moi, peut-être chef d'équipe, je n'ai pas non plus l'ensemble du gâteau. Et en travaillant avec mes équipes, je vais pouvoir construire des outils et faire des contractions de temps, et pouvoir prendre ces équipes qui ont, en tous les cas, travaillé là-dessus, pour pouvoir les mettre sur la validation, sur les points de contrôle, et pour pouvoir garder cette mémoire, encore une fois, cet ADN de la boîte, pour pouvoir construire et être beaucoup plus performant. Et là, on ne travaille plus sur de la productivité de base, on travaille sur de la productivité plus, avec du ROI, où tout le monde est impliqué en se disant, moi, je préfère avoir un poste où j'ai délesté 30 ou 40% de mes tâches qui n'étaient pas marrantes, et c'est ce qui me faisait suer, pour pouvoir passer sur des tâches qui me nourrissent, qui font que, et je vais aller verrouiller, et une partie de mon travail, donc on devient un peu qualité vie, ça veut dire qu'on regarde comment ça se passe, on regarde que tout soit OK, et ça nous permet de mieux piloter, d'une part, la productivité, d'avoir une meilleure qualité de vie et conditions au travail, ça c'est la première chose aussi, et de continuer à aligner les gens sur leurs talents, sur leurs skills. Aujourd'hui, c'est une hérésie de penser qu'on doit continuer à recruter des gens sur des CV. Mais je dis ça depuis des années et on me regarde toujours en me disant, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Pourquoi ? Parce que les RH prennent un risque si elles recrutent sur des skills. Les dirigeants vont aller voir le service RH en disant, vous avez mal recruté ou le manager a mal recruté. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter d'être dans un pied dans chaque vase parce que ça n'a pas de sens. On doit recruter des gens par leurs compétences, par leurs talents. Et à partir de là, et leurs valeurs, ça aussi c'est important. Pourquoi ? Parce que les valeurs, demain matin, quand vous recrutez un DAF et qu'au bout de 2 mois ou 3 mois qu'il est en poste et vous explique qu'il s'en va parce que on est venu le démarcher, qu'on lui donne 100 € de plus, c'est que vous avez fait une erreur de recrutement de valeur. On est bien d'accord ? Et là, on a perdu encore plus d'argent. Oui, et de temps, et puis finalement, il faut retrouver quelqu'un qu'il va falloir aussi remettre à jour et s'assurer des valeurs. Et l'épuisement moral des équipes, parce que quand on te dit, voilà, c'est ton nouveau Dieu, ok, super, au bout de 3 mois, le type, il s'en va, tu envoies quoi comme signal ? Que le mec, vous n'êtes pas assez bien pour lui et que lui s'en va. Émotionnellement, c'est très, très compliqué. Donc, bien sûr qu'il ne faut pas se tromper. Si on continue à faire ce que l'on est en train de faire, il y a très peu de sociétés aujourd'hui qui font ça, mais arrêtons de recruter sur du CV. Oui. Recrutons sur des valeurs,
des skills, des compétences en fait, et derrière des choses qui font que humainement on est aligné et on sait pourquoi on est là. Oui, parce que bon, après tout, il y a plein de choses qui peuvent s'apprendre, mais il y a des choses au niveau des valeurs ou du savoir-être qui, voilà, on les a pas finalement aussi. Hein. Nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup, merci Maïté, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Reste avec nous simplement là pour 2 secondes encore pour nous partager un petit conseil. Le bon plan de Melika. En quelques secondes, Maïté, si je veux m'intéresser à l'intelligence artificielle et que je suis vraiment une bille, qu'est-ce que je fais ? Waouh ! Alors moi, si j'étais une bille, je devrais... je me dis, il va falloir que tu y ailles. 1, 2, 3, on y va. On va fumer une cigarette ? Non. 1, 2, 3, j'y vais. Non, parce que c'est ça, c'est tellement grand et je trouve qu'il y a malheureusement des gens qui s'amusent à complexifier, ce qu'on appelle être le sachant, à complexifier des situations ou un savoir juste pour être beaucoup plus intelligent que les autres. Je crois que si on commence à s'auditer en se disant est-ce que cette action-là, parce qu'en fait c'est un muscle, la muscle de la digitalisation et l'intelligence de la digitalisation, c'est quelque chose qui se stimule, d'accord ? Alors quand on ne fait pas, on n'y va pas, ben, finalement on n'en a pas besoin, on vit ça, un peu en souffrance par rapport aux autres, socialement, parce que les autres vous disent mais si, Boudu, tu sais pas faire ça avec ton téléphone, etc. Ça nous renvoie quelque part cette situation de médiocrité. Mais si on se dit, mais voyons, si je fais l'exercice et que je regarde, voilà, parce que mon téléphone, j'ai de l'IA, bien sûr que j'ai de l'IA. Où ça ? Finalement, quand je fais du WhatsApp et que je vais faire une contraction, un audio que je vais renvoyer ou je vais claquer, voilà, tout ça fait partie d'un environnement. Et quand, première chose, ça va être l'acceptation, j'accepte que quelque part, ce soit de l'IA et j'intègre dans mon cerveau que je suis en train d'utiliser de l'intelligence artificielle et que mes doigts et mon cerveau sont en train d'en rédiger, déjà c'est 50% du problème en moins. Et ensuite, ça va devenir une habitude. Et là, tu le sais comme moi, puisque tu es bien positionné pour savoir, du moment où je vais créer des habitudes, mon cerveau ne va plus remettre en question ni ma compétence, ni ma façon de l'appréhender, ni ma façon de l'entendre et de digérer cette information-là. D'accord. Donc, quand on va me dire, tu vois ce que je veux dire ? Quand on va me dire finalement, c'est de l'intelligence artificielle, ok, d'accord, et tu peux m'expliquer l'algorithme et comment ça fonctionne ? D'accord, donc c'est prise de conscience et acceptation. Acceptation qu'on est déjà entouré et que c'est là et que ça fait partie de notre entourage. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens, alors on fait des hackathons, on organise, bien entendu, dans le cadre de la maison de l'intelligence artificielle que l'on positionne aujourd'hui dans les universités, en Afrique surtout, on organise des hackathons. Donc, des gens qui ont des projets, des jeunes qui arrivent, qui disent, voilà, moi, je voudrais faire ça, voilà, comment pouvez-vous m'aider ? Mais il y a des gens qui se disent, qui me présentent moi des projets en disant, c'est de l'intelligence artificielle. Et je suis obligée de les regarder dans les yeux, je dis, ça, c'est de la digitalisation. Ce n'est pas de l'IA. Parce que même ça, ceux qui sont dedans, c'est un fil rouge. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce fil rouge, il est aussi bon en disant, je pense faire de l'IA, mais aussi bien, je pense utiliser de la digitalisation alors que je suis dans l'IA. Tu vois ? C'est vraiment très court. Donc, dès qu'on va accepter que autour de moi, tout mon écosystème, et que mon cerveau comprenne bien que c'est de l'IA, mais que je ne peux pas tout savoir, au même titre que moi. Je travaille là-dedans, je fais des conférences, etc., mais je ne sais pas tout. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand je croise des professeurs aujourd'hui en IA, etc., je leur dis, mais quel est l'algorithme derrière ? Explique-moi. Quel est le raisonnement ? Et là, ils t'expliquent, parce que c'est tout ce qu'on fait. C'est s'expliquer les raisonnements, parce que c'est tellement, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 4%, 5% des découvertes, ou en tous les cas, des automatisations de tâches, et de la création de tout ça, que finalement, il ne faut pas croire, et ça, bien sûr, c'est le problème des sachants, ceux qui savent tout, les Wikipédiens qui se promènent dans notre monde et qui, oui, je sais, mais là, ils ont un problème. Donc, en fait, ils refusent cette information-là, en tous les cas, ce domaine de compétences-là, parce qu'ils savent que c'est inépuisable. Un grand merci, Maïté. Et comme tu sais, de toute façon, on reviendra à la source pour avoir des informations encore et des conseils de ta part. Et à très, très vite. Merci beaucoup, Melika. À bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.